Bonjour, je voudrais vous présenter la cabane qui est derrière moi et pourquoi j'en suis venu à faire cette petite expérience, car c'est vraiment une expérience. C'est une construction faite à la va-vite. Donc l'histoire, commence en 2014 quand je fais la formation de construction paille, type mur porteur ou type Nebraska. Pendant une semaine, j'apprends des techniques, les réglementations, le savoir-faire. Et j'assimile, j'intègre, je prends beaucoup de notes et en 2016, je me lance pour construire la maison en paille de Mauchamp que vous avez vue en grosses bottes de paille. Mais j'ai quelques difficultés à avoir confiance. Je me dis, est-ce que je suis capable de construire ça tout seul? Est-ce que la maison va avoir les murs droits? La charpente va-t-elle être droite? Est-ce que cette maison va pas me tomber dessus au bout de quelques années? Donc je prends le parti pris de choisir l'accompagnement avec le formateur que j'ai rencontré en 2014. Et pendant ces 15 jours de construction, je m'aperçois que le formateur ne sert pas à grand chose. Il rassure surtout la façon, le cadre, mais je m'aperçois que j'avais complètement intégré les techniques de construction de la paille porteuse. Suite à cette vidéo que j'ai publiée, j'ai eu une personne qui m'a contacté pour construire une petite maison de 35 mètres carrés qui est aussi sur YouTube. De là, j'ai pris la casquette d'accompagnateur, j'ai pu aller un peu plus loin dans les techniques de la paille, mieux comprendre comment elle fonctionnait, et je me suis aperçu que finalement, il y avait beaucoup de règles de construction, beaucoup de techniques, c'est pas du DTU mais quasiment, et que finalement, on pouvait sûrement simplifier encore les choses. Donc, quelles sont les limites de la paille porteuse en construction? C'est la raison pour laquelle j'ai mis dans le jardin la cabane qui est derrière moi. Donc voici le terrain où j'ai élevé la cabane. Les bottes de paille utilisées n'ont pas la bonne densité, à peine 80 kg. On passe facilement la main dessus. La lisse basse, c'est une simple planche d'OSB 3 posée sur des parpaings, à même le sol sans prendre la précaution d'être à niveau. J'ai pris quelques bouts de noisetier comme pieux pour maintenir les bottes de paille ensemble. Ensuite, j'ai passé les feuillards, textile blanc entre l'OSB et le parpaing. Pour la fenêtre, deux planches d'OSB assez longues pour faire office de bâti. Étant apiculteur, j'avais envie d'insérer une ruche dans un mur pour tester la faisabilité sur une prochaine construction. On a entamé le 3e niveau de paille et nous allons dimensionner les bottes de paille afin de colmater les trous. Et aussi bien sûr créer un 4e niveau avec une demi-botte de paille, car 4 niveaux entiers étaient trop hauts pour la construction et pour travailler facilement. Et puis oui, aussi créer une pente de toit végétalisée. Alors merci aux bénévoles qui m'ont aidé pendant toute la construction. En premier plan, voici une botte de paille coupée en deux avec une scie alligator Bosch. Et voici le résultat avec le poteau central. Voilà, il est ici. Donc les feuillards sont positionnés tous les 50 cm de la lisse basse à la lisse haute. Et la lisse haute, une simple planche d'OSB 3. Je fais passer le feuillard en dessous des ficelles pour éviter des épaisseurs d'enduit trop importantes pour recouvrir le textile blanc. J'ai mis de niveau la lisse haute afin de rendre compte à quel point la construction est totalement de travers. Voilà, nous avons compressé le mur. Voici le résultat vu du loin. Et maintenant, test.
ça paraît stable. Notez quand même que la construction n'est pas fermée. Donc forcément, moins stable sur les murs d'extrémité. Ouais, c'est un peu la pampa à la maison. Donc là, vous venez de voir l'extrémité hein, du deuxième mur. Comme c'est pas relié, c'est là où il y a moins de stabilité. Pour autant, après compression, vous voyez qu'on a des murs qui bougent quasiment pas. Place aux enduits. Enfin, juste un mur avec une couche d'accroche. On commence la toiture faite de branches de noisetier et d'ifs du jardin. Un débord de toiture de 70 cm à peu près. Les branches sont fixées à la visseuse, puis on bâche en fin de chantier. La cabane va rester dans cet état tout un été, un automne, un hiver, un printemps et encore en été. En 2019, vers la fin de l'été, début de l'automne, je constate que la cabane a souffert. En fait, il y a eu des trompes d'eau incessantes cette année-là. Malgré tout, la paille noircie, l'herbe, les champignons qui poussent, elle tient sur ses petites pattes. Elle tient même très bien. En novembre, je décide de virer les bâches et d'investir dans de la bâche en PVC et puis de récupérer une chute de piscine gonflable. Pourquoi? Parce que les bâches que j'avais récupérées au début étaient vieilles d'occasion et elles avaient quelques fuites à droite à gauche. Donc pour la toiture végétale, ça m'embêtait. Je recouvre donc de quelques centimètres de terre la nouvelle bâche. Je n'ai pas prévu de gouttière et je me demande si la terre va pas glisser. Finalement, après une semaine de pluie torrentielle au mois de novembre 2019, je suis surpris de voir que la terre est toujours en place. Bon, là on est en janvier 2020 et j'avoue être encore plus surpris de ce matériau. J'adore cette paille, elle est extraordinaire de résistance. Bien sûr, la construction a bougé, les feuillards se sont détendus, le bâti et la lisse haute se sont déformés, mais la cabane tient, elle tient bien debout. Donc je vais laisser les bottes de paille sans protection encore toute une année et voir le résultat. Et je vous montrerai donc l'année prochaine dans quel état elle est. À bientôt.